c'est là. Et OK. Alors voilà, je crois qu'on est déjà en direct. Bonjour, bienvenue à tous sur Elle et lui TV, laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Donc dans la dernière émission d'Elle et lui TV, on avait parlé du désert tunisien avec Faisal qui est un nomade du désert et je vous avais promis qu'au cours des émissions futures, on allait continuer à voyager, en particulier en Afrique et dans le Maghreb. C'est le cas aujourd'hui puisque j'ai la chance d'avoir enfin réussi à établir une connexion technique stable avec Rachid Relouat, qui est en direct de Tizi Ouzou en Algérie et qui est venu nous parler d'une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, au sein de laquelle il est actif, très actif même. Une association qui organise des activités pour des jeunes de 8 à 14 ans dans un domaine particulier. Et je laisse tout de suite la parole à Rachid pour qu'il vous salue déjà et puis pour qu'il vous parle de cette fabuleuse association que je voulais vous présenter quand même depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans qu'on est en relation avec Rachid et qu'on essaye de tourner cette vidéo. Donc on est très heureux de réussir à vous faire connaître aujourd'hui les petits débrouillards. À toi Rachid. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très content quand même de participer à votre émission. Voilà, notre association s'appelle l'Association scientifique Les Petits Débrouillards Étoile Polaire de la région de Kabylie, de Tizi Ouzou, Algérie. Et notre association, comme vous venez de le dire, encadre des enfants de 8 à 14 ans. C'est des enfants qui sont encadrés par des animateurs. Et ces animateurs, nous avons d'abord des étudiants, nous avons des enseignants, nous avons d'autres fonctionnaires et qui ont quand même quelques notions de base de la pédagogie ou bien de savoir transmettre un savoir, que ce soit culturel ou bien scientifique. D'ailleurs, toi-même, voilà, tu as une formation dans le domaine de la pédagogie et de la jeunesse, c'est ce que tu m'expliquais peut-être. Voilà, je suis diplômé de l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse. Là, j'ai un grade de conseiller pédagogique et là, je suis directeur d'une structure sportive et jeunesse. Voilà. À Tadmey, voilà. Et donc, tu me disais que cette association existe au niveau national et international. Hein, c'est pas seulement une petite association locale, elle est vraiment reconnue et ramifiée dans le monde entier, si j'ai bien compris. Voilà, notre association, d'abord, elle a d'abord un réseau national. Nous avons quand même d'autres associations avec qui nous nous activons dans le domaine scientifique ou bien surtout la promotion de l'activité des petits débrouillards et bien sûr de tisser des liens entre les différentes personnes des différentes régions d'Algérie et bien sûr au niveau international. Notre association a participé à plusieurs rencontres internationales, que ce soit au Maghreb ou bien en France, en République tchèque, en Russie, au Mexique, dans d'autres pays aussi, dans le cadre des expositions internationales. C'est le village des petits débrouillards. Alors, pour notre association, d'abord, nous avons des objectifs principaux qui sont quand même destinés à toute la population pour mieux comprendre ce qu'on fait comme activité. D'abord, nous avons de diffuser l'esprit scientifique et simplifier la science, parce que d'abord, c'est l'objectif principal, c'est de simplifier la science pour qu'elle soit à la portée de tous les enfants. Nous avons aussi excuse-moi, je t'interromps parce que je trouve que c'est important de le souligner, y compris dans les zones reculées. Donc, vous n'êtes pas actif seulement au niveau des villes. Tu m'expliquais que vous organisez aussi des manifestations dans les villages parce que c'est important pour vous que la science et tout ce travail de vulgarisation et de simplification que vous faites soit accessible aussi pour des enfants qui ont peut-être moins accès à la culture, à l'information que les enfants des villes. Voilà, je te rends la parole. Effectivement, notre association, bien, le bureau a décidé d'abord d'aller vers la population, surtout les régions lointaines et bien isolées, là où il n'y a pas d'activité, de loisivrité. Et là, c'est notre objectif principal. C'est vrai qu'en ville, il y a plusieurs associations, beaucoup d'institutions étatiques, il y a beaucoup d'infrastructures qui disposent de tous les moyens, que ce soit pédagogiques, didactiques et matériels. Mais dans les villages, malheureusement, ils n'ont pas ce genre d'acquis. Et là, notre objectif, d'abord, c'est d'aller chez les enfants, de les encadrer, de les former et de les soutenir. Et bien sûr, de créer des petits clubs au niveau de ces villages lointains. Et nous avons aussi des formations dans le cadre scientifique, des formations d'animateurs et des formations de formateurs. Et nous avons aussi d'encourager des énergies créatrices ou bien créatives. Nous avons aussi des inventeurs. Nous avons 8 inventeurs qui sont brevetés. Et ces inventeurs, la majorité sont aussi dans les villages lointains. Ces inventeurs, ils ont quand même des inventions, mais ils ne savent pas comment les breveter. Et là, nous intervenons pour constituer des dossiers et en même temps de protéger leurs inventions. Nous avons aussi des soutiens matériels pédagogiques et didactiques aux jeunes inventeurs. Nous avons aussi des échanges interassociations, des petits débats de différentes régions d'Algérie et différents pays.
Nous avons aussi, on appelle ça, la protection de l'environnement dans le cadre éducatif et pédagogique et accompagner toutes les initiatives de jeunes et des enfants. Mais aussi, nous avons des grandes manifestations au niveau local, en même temps au niveau national. Alors, pour les expositions, nous avons des expositions aussi des arts de l'environnement, nous avons des écoles scientifiques d'été, de printemps et d'hiver, nous avons des caravanes scientifiques, nous avons des expositions amusantes, nous avons aussi les nuits des étoiles, nous avons la formation des animateurs des petits débrouillards et aussi la formation des guides d'éducation touristique, on appelle ça l'écotourisme éducatif quand même. D'abord, c'est un concept qui est nouveau et là, c'est de former des jeunes pour encadrer, c'est pas uniquement pour faire randonnée pédestre, mais aussi écologique et scientifique. C'est d'abord, ces guides, ils sont accompagnés par des spécialistes. Et là, ces spécialistes, ils prennent en considération le côté environnement ou surtout la protection de la faune et de la flore. Voilà, en grosso modo, les différents objectifs et les différentes manifestations que nous organisons au niveau de notre association. Donc, on voit que c'est déjà très complet. Peut-être que tu peux me redonner, parce que je trouve que c'est intéressant pour les gens de l'entendre, comment dire, toutes les rubriques, toutes les, je trouve pas le nom, toutes les catégories scientifiques qui sont couvertes par les activités des petits débrouillards, puisque ça couvre aussi bien, comme tu l'as déjà plus ou moins évoqué, les sciences de la vie, les sciences de la terre, tout ce qui touche à la biologie, à l'environnement, mais aussi la chimie, la physique. Donc, peut-être tu peux redonner le détail du champ scientifique dans lequel l'association est active. D'abord, voilà, c'est ça. On les a répartis par famille d'activités. D'abord, nous avons les sciences de la nature, on venait de signaler, pardon. C'est d'abord, nous avons la botanique, l'écologie, la géologie, l'ornithologie, l'aquariophilie. Et nous avons aussi les sciences technologiques, tout ce qui est électricité, tout ce qui est la microélectronique, tout ce qui est Internet, tout ce qui est informatique et la robotique. Nous avons les sciences de l'univers, c'est l'astronomie et l'aérospatiale. Et nous avons les sciences amusantes, c'est la physique, la chimie et les mathématiques amusantes. Voilà, c'est les différentes activités que nous encadrons au niveau de notre association. Alors, je trouve ça formidable. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu quand tu m'as présenté l'association, il y a deux choses. D'abord, tu m'as expliqué que tout était fait pour que les familles payent le moins cher possible et que ce soit accessible à tout le monde. Et ça, je trouve, c'est vraiment un cadeau que vous faites à tous ces enfants. Et puis, tu m'as dit aussi que l'esprit de l'association, c'était vraiment l'idée de rassembler, de pas afficher une espèce d'identité très marquée. En se distinguant des autres et en créant des cloisons avec les autres, mais qu'au contraire, ce qui était un peu caractéristique de l'esprit des petits débrouillards, c'était de se fédérer, de montrer qu'on travaillait en réseau. Tu l'as expliqué, vous travaillez avec beaucoup d'autres pays, vous êtes impliqués dans beaucoup de manifestations, donc vous n'êtes pas en fait dans votre petite bulle à créer juste vos activités à votre petit niveau, vous essayez vraiment de travailler avec tout le monde, et ça, je trouve que c'est aussi un vrai plus de votre association. Donc peut-être tu peux développer ça. D'abord, il y a une fédération internationale des petits débrouillards. Chaque 2 ans, il y a un renouvellement du bureau. Moi, déjà, j'ai assuré 2 mandats de 8 ans. J'étais élu en Mexique comme membre du conseil. J'étais en 99, j'étais élu en 2000 à Grenoble comme vice-président chargé de la formation et communication. J'étais réélu en Russie, à Moscou en 2003. Et après, automatiquement, il y a une nouvelle équipe qui est venue. Et là, mais nous sommes toujours dans le même objectif. D'abord, c'est on organise des villages des petits débrouillards. Là, pour les villages des petits débrouillards, c'est toutes les personnes, et bien, tous les enfants qui viennent du monde entier. Ils n'ont pas, comme on appelle ça, la réservation de stand, mais automatiquement, ils exposent dans le même endroit sans afficher le pays ou bien l'identité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un stand Algérie, un stand Russie, un stand Canada. En fait, il y a le stand des petits débrouillards qui est cosmopolite, international, et tous les enfants de tous les pays se retrouvent sur ce stand pour représenter les activités de l'association. C'est ça? C'est ça. D'abord, l'objectif, c'est de donner quand même, comme on appelle ça, une sorte d'une vision de nos enfants qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays, il y a uniquement l'activité. Et l'activité, d'abord, c'est un moyen d'arriver à l'enfant, de l'encadrer et aussi de s'exprimer. Et là, ces enfants-là, automatiquement, ils vont se connaître, ils vont changer des idées, peut-être ils vont changer des expériences, mais sans parler de l'origine ou bien du pays, non plus de la religion aussi. C'est-à-dire là, ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie, c'est l'amitié, c'est la fraternité entre les différentes, je dirais, catégories de la société, sans toucher aux choses qui sont un petit peu sensibles. Là, ce qui nous intéresse d'abord, c'est pour un monde sans frontières.
Et voilà, sans complexe, de parler de toutes les activités parce que c'est les mêmes expériences, les mêmes activités qui sont initiées. Et là, nous avons constaté que le climat, il est magnifique, le courant passe très vite, il n'y a eu jamais de problème. Et là, ce genre d'événement nous aide à avancer et donner la chance à nos enfants de s'ouvrir au monde extérieur. Et bien sûr, maintenant, avec toutes les technologies, l'Internet, c'est devenu, comme on appelle ça, un petit village euh, qui est à la portée de tout le monde. On peut avoir des amis de différents pays, de différents continents en virtuel. Et là, on passe au réel, et là, ils se rencontrent, ils se parlent, ils changent des idées, ils testent des liens aussi quand même, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. Et c'est l'objectif principal, c'est que l'enfant, d'abord, il a l'objectif principal, c'est de connaître les gens, d'échanger des expériences et aussi de s'ouvrir sans complexe, sans blesser l'autre. Voilà. Et je trouve ça magnifique parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, ça veut dire que quelque part, vous contribuez aussi à créer un monde à venir qui va être peut-être plus fraternel, plus ouvert, plus tolérant. Et je trouve aussi vraiment intéressant que vous le fassiez avec des enfants de cet âge-là parce que on voit que c'est souvent justement à la préadolescence et à l'adolescence, donc vraiment l'âge des enfants que vous accueillez, que souvent il y a des espèces de ségrégation qui se créent. C'est souvent là que dans les écoles, il y a des phénomènes comme le harcèlement scolaire, avec des phénomènes d'exclusion, de rejet de certains. Et vous êtes vraiment complètement à l'inverse de cet esprit de je rejette, je cloisonne, je crée des frontières avec les autres. Il y a vraiment cet esprit de partage, de rassembler. C'est vraiment ça qui me vient encore une fois. Et je trouve que c'est au-delà de tout ce que vous faites déjà au niveau pédagogique et scientifique, au niveau humain, je trouve que c'est une vraie richesse de mettre ça en avant et de valoriser ça au sein de l'association, de montrer que quand on est rassemblés autour d'une même passion, en fait, les frontières n'existent plus, qu'elles soient les frontières de langue, les frontières culturelles, les frontières religieuses, tout ça tombe parce qu'on est motivé par quelque chose qu'on a en commun et c'est ça qui émerge, en fait, c'est ça qui va passer en premier. Effectivement, surtout d'abord, transmettre un savoir-faire, aussi transmettre un savoir-être. Le savoir est très important par rapport au savoir-faire. Il y a aussi le respect de l'autrui. Il est très important dans notre philosophie. Là, c'est quand il y a un enfant, il vient, on lui donne une philosophie qui est signée par les parents. Là, il y a un engagement que l'enfant doit respecter la charte des petits débrouillards. Donc, vous venez de parler de tous ces choses-là qui sont un petit peu les maladies de nos sociétés. Là, on Donc en essaie plus, ça de veut dire que vous pallier. responsabilisez les enfants, puisque je ne Voilà, savais pas qu'il y avait cette charte, mais je trouve ça très intéressant, cette idée. Hein, ils sont vraiment informés de l'esprit de l'association, ils prennent un engagement à se comporter d'une certaine façon avec les autres, et ils sont vraiment en fait traités comme des adultes, j'ai envie de dire, puisqu'on leur explique dans quel cadre ils vont travailler et quelles sont les règles qu'il va falloir respecter pour le bien de tous. et c'est pour ça, pour nos rencontres, tels que aussi les événements qu'on organise les écoles scientifiques d'été, et par rapport au centre de vacances classique, nous, l'enfant, il n'est pas encadré par un seul animateur, il est encadré par plusieurs animateurs une journée. D'abord, la matinée, ils sont encadrés parce qu'on organise dans les régions, pardon, littorales. Et là, l'enfant, ils sont encadrés par qu'on appelle ça les chefs de baignade, les maîtres nageurs. Alors, après le déjeuner, d'abord le déjeuner, ils servent seuls. L'après-midi, ils sont encadrés par des spécialistes en activités scientifiques, parce que nous avons plusieurs activités scientifiques, dont je venais de citer tout à l'heure. Et après, ils sont encadrés par d'autres animateurs qui sont spécialisés dans l'activité culturelle et sportive. Et le soir, ils sont encadrés par des conférenciers. Là, l'enfant, d'abord, il se sent un petit peu libre, il n'est pas encadré par un seul animateur, mais par plusieurs animateurs. Et réellement, ce n'est pas encadrement, mais juste des accompagnements. Là, on donne une certaine liberté à l'enfant, mais bien sûr, avec le respect de quelques règles comment on appelle ça, de vie en commun, de comportement quotidien. Voilà. Ce qui fait, c'est pour ça, pour donner l'occasion à tous les enfants, parce qu'il y a des enfants, il y a ceux qui aiment faire la sieste, d'autres, ils n'aiment pas faire la sieste, on ne peut pas les forcer. Il y a ceux qui, par exemple, ils aiment faire le voile, ou bien faire la pêche, ou bien la plongée sous-marine, on les laisse faire ces activités les après-midi au lieu de leur imposer de faire la sieste.
parce que c'est pas tout le monde qui aime la sieste, c'est pas tout le monde qui fait la sieste. Et là, durant ces périodes de vide, là, l'enfant, quand il fait pas la sieste, on laisse pas à temps libre, mais on le récupère, on l'encadre par d'autres activités dont il a envie de faire. C'est-à-dire, c'est une sorte de profiter le maximum de temps libre pour leur inculquer des activités. Ben, en fait, dans ce que tu dis, moi, j'entends aussi deux choses que je trouve vraiment importantes. D'abord, vous appuyez sur la motivation, c'est-à-dire que tu me dis quand ils veulent pas faire quelque chose, on les laisse pas rien faire, mais on leur propose quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et ça, on sait que c'est vraiment le meilleur moteur d'apprentissage pour un enfant, c'est de partir de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie d'apprendre, plutôt que de lui imposer des choses. Et c'est là aussi que je trouve que la façon de structurer vos activités est vraiment intelligente et conçue dans le respect de l'enfant, parce qu'on sait très bien qu'avec des ados et des pré-ados, si on impose les choses, ils vont entrer dans une phase réactionnelle, ils vont se rebeller, ils vont pas participer. C'est vraiment le meilleur moyen de pas leur donner envie de faire les choses. En même temps, laisser trop de liberté, ça peut aller vers le n'importe quoi. Et l'ado, il est vraiment en recherche de ça, d'avoir à la fois un cadre, mais qui soit pas un cadre rigide qui va vivre comme un carcan, comme quelque chose qui lui est imposé, et une liberté, mais en même temps une liberté sécurisée qui va pas lui donner l'impression que tout et n'importe quoi est permis, et qui pourrait lui donner un sentiment d'angoisse si en fait il y avait pas de règles du tout. Donc je trouve que vous avez su trouver le juste équilibre dans ce dont ces enfants ont besoin pour se construire à l'âge où ils sont. C'est-à-dire que vous leur offrez un minimum de cadre, un minimum de sécurité, avec en plus des adultes référents différents, donc autant d'adultes, autant de points de vue, autant de compétences. Si on n'a pas d'affinité avec un adulte, eh ben c'est pas grave, l'après-midi on en a un autre, donc on n'est pas obligé de rester toujours avec le même. Et ça aussi, je trouve que c'est intelligent de l'avoir pensé comme ça. Et puis oui, je trouve que c'est vraiment fait dans le respect de leur équilibre et de ce dont Il y a aussi quand même, voilà, nous avons aussi, on appelle ça ici le d'écoute, nous avons aussi quand même des spécialistes, je peux dire des psychologues, des pédagogues qui nous accompagnent quand nous avons quand même, quand nous constatons par exemple qu'il y a des difficultés, des enfants qui s'isolent, on essaie de les intégrer par le biais d'abord de nos animateurs. S'ils n'arrivent pas, c'est par le biais de ces spécialistes. Revenons à nos activités, comme vous venez de le citer tout à l'heure, dans les régions lointaines, nous on n'impose pas l'activité qu'on va encadrer, surtout quand on parle des activités de grandes manifestations scientifiques, des expositions. Là, avant d'organiser une activité, d'abord, on associe une association de la région, c'est elle qui nous propose d'abord la spécificité de la région. Quels sont les besoins, quels sont les genres d'activités qu'ils veulent, par exemple, qu'on encadre ou bien qu'on organise chez eux. Nous avons des activités qu'on fait dans des grandes villes, mais dans les régions lointaines, c'est eux qui nous proposent, parce qu'il y a des spécificités de la région, étant donné qu'en Algérie, nous avons des villes conservatrices, il y a des villes quand même, pardon, des villages conservateurs, il y a des villages quand même qui sont ouverts, je dirais, ils sont conservateurs par rapport à quelques activités qui sont quand même pas acceptées. Et là, c'est l'objectif d'abord, c'est d'organiser des activités dont ils ont besoin. Et là aussi, je trouve que c'est tout à votre honneur, parce qu'au lieu d'arriver avec un modèle préétabli que vous plaquez partout d'une façon un peu arbitraire, vous partez vraiment des ressources locales, de l'identité de chaque endroit où vous intervenez, en essayant d'impliquer au maximum les gens. Et je trouve que c'est beau là aussi de leur laisser cette liberté-là, de leur permettre de s'impliquer à partir de ce qu'ils sont, et de pas leur imposer un moule qui serait le même partout où vous passez. C'est ça, c'est ça. Et alors, d'un point de vue concret, tu me disais que donc l'association ne fonctionne pas seulement pendant les vacances, puisque là, tu as parlé justement de ce qui se faisait pendant les vacances, ça tourne toute l'année. Donc, si j'ai bien compris, les week-ends et puis un après-midi en semaine, peut-être tu peux expliquer quel type d'activités sont organisées et à quel moment de l'année ou de la semaine? Alors, pour le week-end, nous avons d'abord, parce que c'est des enfants de 8-14 ans, automatiquement, ils sont scolarisés. Et là, on les encadre les vendredis, les samedis, c'est des week-ends en Algérie. Ils ont deux séances le week-end, c'est-à-dire ils ont 2 heures le vendredi, 2 heures le samedi, ils sont encadrés par des animateurs. Et là, d'abord, c'est des activités quotidiennes, c'est toutes les activités scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est un programme mensuel. Chaque mois, il y a la famille d'une activité et automatiquement, après, il y a une évaluation. Et nous avons aussi les mardis après-midi, parce que le mardi après-midi, aussi les enfants, ils ne sont pas scolarisés. Et là, ces activités, d'abord, c'est des activités continues. Ces enfants-là, on les encadre pendant quelques années et eux, automatiquement, deviennent des futurs animateurs de notre association. Et ces activités, c'est des activités gratuites. Ils sont encadrés par des spécialistes, ils sont encadrés aussi par des animateurs. Et nous avons aussi, on appelle ça un club débutant. Nous avons un club confirmé.
nous avons un club spécialisé et un club automatiquement spécialisé. Automatiquement, ces enfants-là, ils deviennent des aides-animateurs. Ils sont enfants, mais eux, ils encadrent des différentes activités et même les expositions, c'est eux qui les encadrent. C'est-à-dire ça va être des enfants qui vont animer nos expositions ou bien on a un stand d'exposition en faveur des enfants et en faveur des adultes, pour ne pas dire en faveur de l'âge public. Là, ces enfants-là, ils sont encadrés pendant quelques années et avec le temps, automatiquement, ils deviennent des futurs animateurs et d'autres qui deviennent aussi des membres de bureau de notre association. Eh bien, ils créent aussi leurs propres associations. Voilà. Donc, on retrouve ce côté de responsabiliser, d'impliquer, de ne pas présenter l'adulte comme celui qui sait, mais de vraiment partir de l'enfant et des envies de l'enfant, des capacités de l'enfant. Et au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Donc, quand ils font partie des petits débrouillards, est-ce que, par exemple, ils doivent y aller tous les mardis? Est-ce qu'ils y vont seulement quand ils ont envie? Donc, tu as expliqué qu'il y a, en fait, d'un point de vue financier, ils ont juste à verser une cotisation qui leur permet d'adhérer à l'association. Et alors après, au niveau des séances, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont tenus, comme à l'école, en fait, d'être là à toutes les activités, toutes les semaines? Est-ce que c'est vraiment sur la base du libre arbitre? Comment ça se passe? De toute façon, ils sont libres. Il y a des enfants quand même qui viennent toute la semaine ou bien tout le mois, pour ne pas dire tout le mois, je peux dire aussi toute l'année. Et là, d'autres qui viennent occasionnellement parce que tout dépend d'abord de leur présence. Et aussi, on prend en considération le côté enseignement, c'est-à-dire on les suit aussi on appelle ça, dans le résultat scolaire. Et là, quand l'arrivée des examens ou bien des compositions, là, on arrête les activités. Il y a d'autres animateurs qui interviennent pour les aider dans le cadre, on appelle ça des remises à niveau, des cours scolaires, on appelle ça des cours de rattrapage. Là, on les aide, on les prépare pour leurs examens. Aussi, ils sont encadrés sur le plan pédagogique, activité, aussi côté psychologique. Dans le domaine scientifique ou aussi dans d'autres domaines que les sciences? Dans le domaine, parce que quand c'est la période des examens ou bien des compositions, automatiquement, on touche à d'autres domaines, que ce soit littéraire, scientifique, mathématiques, physique, parce que nous avons quand même des encadreurs qui ont quand même un niveau très élevé, qui sont aussi bien placés dans les différents domaines, dont nous leur proposons de nous proposer ou bien de nous solliciter s'ils ont des difficultés dans les différentes matières. Oui, donc ça veut dire que l'activité de l'association est encore plus large que tout ce qu'on a expliqué. Elle ne se limite pas à la science. Vous êtes aussi capable d'intervenir dans d'autres domaines en cas de besoin. Et vous travaillez aussi en partenariat avec le système éducatif et son rythme. Donc là aussi, on voit que c'est vraiment pensé en fonction de tous. Il y a aussi, on fait des sorties d'études, bien sorties sur le terrain, dans les différents domaines scientifiques. Là, il y a des journées qu'on organise en collaboration avec des institutions quand même qui sont spécialisées, telles que chez nous on l'appelle l'Office national de la météorologie. Nous avons aussi un centre d'astronomie, astrophysique et la géodésie. Nous avons aussi quand même des usines qui sont spécialisées dans le domaine de fabrication des outils pédagogiques, didactiques et aussi même, je dirais, techniques et électroniques. Et là, on encadre ces enfants-là par des sorties d'études. Et là, il y a des intervenants spécialisés de ces institutions ou bien de ces centres qui les encadrent pendant la demi-journée avec des visites guidées, des ateliers ou bien qu'on appelle ça des usines ou bien dans les centres spécialisés dans le domaine des sciences en général. D'accord. Et alors, si parmi les gens qui écoutent cette émission, comme j'ai des abonnés un petit peu partout dans le monde, il y a des gens qui disent mais c'est génial, j'aimerais bien que mon enfant rejoigne les petits débrouillards, mais qui sont pas en Algérie. Est-ce qu'il existe un annuaire des associations dans le monde? Comment est-ce qu'ils peuvent trouver en fait quel est je sais pas comment dire le foyer, le réseau des petits débrouillards le plus proche de chez eux dans leur pays pour le rejoindre? D'abord, il y a le site de la Fédération internationale des petits débrouillards. Et dans chaque pays, je dirais surtout la majorité des pays, je dirais européens et d'Amérique et d'Afrique et d'Asie, il y a des associations des petits débrouillards ou bien des clubs des petits débrouillards. C'est simple, c'est d'aller dans le moteur de recherche d'Internet. Vous composez association des petits débrouillards de telle région, automatiquement, il sort le site de l'association avec leurs coordonnées.
D'accord, super. Et est-ce qu'il y a un endroit où tout ce qui est fait dans les différents pays est rassemblé? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Ou est-ce que chaque association nationale ou régionale a sa propre structure d'information? En général, il y a chaque structure, elle a d'abord son espace, mais il y a aussi la Fédération internationale des petits brouillards. Elle diffuse toutes les informations des différentes associations des différents pays. Et bien D'accord. sûr, elles annoncent aussi des rencontres internationales, des rencontres régionales, des séminaires, des formations, des manifestations. Et dans le site de la Fédération internationale, d'abord, chaque 2 ans, il y a une assemblée générale. Il y a aussi le village international des petits débrouillards. Et il y a aussi, comment on appelle ça, un programme général, annuel de différentes manifestations qui s'organisent dans les différents pays. D'accord. Et alors justement, puisque tu parles du programme, au niveau de l'actualité, dans les semaines et les mois à venir, j'imagine qu'il y a plein de choses, puisqu'on sait que l'été, c'est la bonne période, par exemple, pour observer les étoiles. Donc, qu'est-ce qui est prévu là, en tout cas à votre niveau en Algérie, avec les petits débrouillards? D'abord, nous avons le grand rendez-vous annuel on appelle ça, célébré dans le monde entier, dans le domaine de l'astronomie. C'est du 6 au 12 août. Pourquoi ils ont choisi cette période? Parce que c'est la période où la Terre elle est vraiment bombardée par des étoiles filantes. C'est un passage de la Terre sur une zone là où il y a beaucoup de météores, d'astéroïdes. Et là, c'est une fête. Le ciel est, comment on appelle ça, ça devient un spectacle à ciel ouvert. Un spectacle, là, vous avez des étoiles filantes sans arrêt durant toute la nuit. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les différentes associations de différents pays? Il y a aussi même des institutions spécialisées en astronomie et l'aérospatiale. Nous, on organise qu'on appelle ça la nuit des étoiles ou bien les vies aux étoiles. Là, on invite le large public avec des outils qu'on a. Nous avons des télescopes, nous avons des lunettes astronomiques, nous avons aussi des ateliers qu'on encadre sur place avec des enfants qui veulent s'initier d'abord à l'activité sans qu'ils soient encadrés. C'est des enfants qui viennent, ils s'inscrivent, et là, ils sont encadrés par des animateurs, par des spécialistes en astronomie. Et la soirée, automatiquement, il y aura avec les observations des télescopes et bien sûr des débats ouverts sur tous les phénomènes de l'univers. Donc, si je comprends bien, là, c'est un peu comme une séance découverte, c'est ça? C'est pas forcément des enfants qui sont Voilà, adhérents de découverte. l'association, mais on leur propose de participer aux activités pour qu'ils découvrent des domaines que peut-être ils connaissent pas. C'est ça. D'abord, il y a d'abord des ateliers, libre choix de s'inscrire. D'abord, nous avons l'astrophoto, nous avons l'astrodessin, nous avons l'astroinformatique et nous avons aussi la microphysique, qu'on appelle ça hydraulique. Et là aussi, nous avons aussi des conférences débats, nous avons aussi des projections pour expliquer c'est-à-dire qu'on appelle ça le phénomène, bien le voyage dans l'espace. Mm. Et bien sûr, la soirée et la nuit, automatiquement, il y aura des différents télescopes qui sont installés dans une placette publique. Et là, c'est tout le monde qui veut observer le ciel avec des télescopes. Et bien sûr, à la fin, il y a une conclusion qui est d'abord de faire, comme on appelle ça, tour de rôle, de voir avec les personnes qui sont initiées aux ateliers s'ils ont bien saisi vraiment les activités. En plus de ça, après, il y a un débat ouvert avec le large public qui peut poser des questions sur tout l'univers. Nous, on essaie d'abord de vulgariser l'activité et on prend toujours le côté, comme je viens de le dire, le côté spectaculaire, fascinant et amusant. C'est-à-dire, on simplifie la science, on n'utilise pas les termes scientifiques, techniques, parce que d'abord, il faut utiliser un langage populaire, simple. C'est-à-dire le langage que le spécialiste, bien le scientifique, même l'animateur, qui a un bagage astronomique, on leur demande, on leur propose d'utiliser un langage simple, Adapté. et automatiquement que tout le monde doit comprendre l'activité. Et alors, dans ces manifestations, est-ce que les gens peuvent venir en famille? Est-ce que les parents peuvent venir découvrir aussi ou c'est vraiment réservé aux enfants? Non, c'est pour tout le monde, c'est l'âge public, les enfants, automatiquement, notre celui qui viennent avec leurs parents, il y a aussi les gens d'un certain âge, des visiteurs, c'est à la portée de tout le monde. Vous êtes dans une place publique, c'est comme si c'était un carrefour de rencontre avec les... D'abord, nous avons quand même cette chance que nous avons des villages en Kabylie, des sites naturels vraiment magnifiques, et là, c'est des gens qui viennent et profitent d'abord de l'espace, parce que vous avez la faune et la flore sauvage. Vous avez aussi
qu'on appelle ça des sources naturelles. Vous avez aussi quand même des maisons traditionnelles. Et là, on profite de l'occasion d'abord pour que les gens visitent ces sites. En même temps, ils visitent les sites naturels et historiques. Et bien sûr, d'organiser des activités dans ces espaces, ce qui fait sans protocole, sans réservation, c'est à la portée de tout le monde. Ils nous sont disponibles à toutes les questions, à tous les citoyens. L'essentiel, c'est que l'objectif principal est de donner la dimension réelle de l'astronomie et d'expliquer que l'astronomie n'est pas réservée uniquement aux scientifiques, aux chercheurs, mais à la portée de tout le monde. Oui, d'ailleurs, historiquement, elle n'était pas réservée aux chercheurs. Hein. Les marins utilisaient l'astronomie. C'était des gens de la Terre, en fait, qui travaillaient avec l'astronomie. C'était pas forcément les scientifiques au départ. Effectivement. D'abord, les plus grandes découvertes, je dirais, des comètes, pas mal de trucs dans l'espace, c'est des amateurs. Hein. Oui, c'est les artisans, c'est les gens qui travaillent la Terre, les navigateurs. L'amateur, et automatiquement, il passe toute la nuit, comment on appelle ça, à l'extérieur, à observer le ciel. Alors que les professionnels, bien sûr, nous avons des professionnels quand même, c'est des chercheurs, je dirais, c'est son métier. Mais il y a pas mal de professionnels, ils travaillent uniquement la journée. Quand il sort, automatiquement, il est chez lui. Moi, je suis pas oui, tout à fait. Je repense à ce que nous disait justement. Voilà. Mais aussi, nous avons d'abord d'autres activités parce que voilà, vous venez de, quand même, comment on appelle ça, de me réfléchir un petit peu à ma mémoire. Nous avons aussi des rencontres. Là, on associe les amateurs avec les professionnels. Ça, c'est même, j'ai été invité à plusieurs reprises en France et ils appellent ça la fête de la science. Chez nous, c'est la fête du savoir. Voilà, c'est des rencontres là où il y a les amateurs et les professionnels exposent au même moment et au profit de la population. D'accord. C'est-à-dire, on fait sortir les chercheurs de leurs ateliers ou bien je dirais de leur labo vers l'extérieur. Il y a aussi d'autres pays qui organisent des souks scientifiques ou bien les souks des petits débrouillards. Les souks, c'est une appellation arabe, c'est souk, c'est le marché. Et nous, on appelle les espaces ou bien la cité des petits débrouillards. Oui, il y a toujours cet esprit vraiment de faire se rencontrer les gens, de décloisonner. Moi, ça me plaît vraiment. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les gens simples, en fait, qui utilisaient des connaissances scientifiques au quotidien, je repense à ce que nous disait Faisal Ben Ali, justement, qui est nomade du désert. Il disait, mais dans le désert, en fait, tout le monde vit avec les étoiles. Le premier truc qu'on fait le matin et le soir, c'est de regarder les étoiles. On s'oriente par rapport à elles. Ça fait vraiment partie de notre mode de vie quotidien, au même titre que manger, dormir, chercher l'eau. Donc pour eux, alors que c'est pas des gens cultivés, hein, la plupart, les plus anciens en tout cas, sont pas allés à l'école, et n'empêche qu'ils ont cette connaissance transmise de génération en génération du monde des étoiles qui fait partie de leur quotidien. C'est ça, l'avantage d'abord, c'est la personne quand il est initié dans l'astronomie, on leur fait qu'on appelle ça des observations astronomiques à l'œil nu. C'est-à-dire avant d'utiliser les outils, d'abord il faut le faire à l'œil nu. C'est-à-dire il faut se familiariser avec l'espace parce que nous avons des constellations, comme vous venez de le dire, grâce à ces constellations, on peut se repérer dans l'espace, ou bien même si on est en plein désert, on peut repérer le nord, le sud, l'est, l'ouest, à travers ces différentes étoiles qu'on appelle le collectif d'étoiles, c'est des constellations. Dans l'hémisphère nord, nous avons 48 constellations, et l'hémisphère sud, il y a 40 constellations qu'on appelle la Grande Ourse, la Petite Ourse, Orion, Scorpion, Dragon et autres. Là, d'abord, on explique ces personnes, d'abord, pourquoi on les appelle les constellations? Parce qu'il y a le côté aussi mythique, c'est des légendes bien sûr, mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est de faire un repérage et de les initier à connaître ou bien à se familiariser avec l'espace. Et bien sûr, vous venez de citer le Sud, par exemple, nous on organise des expéditions au Sud, parce qu'au Sud, il y a plusieurs, comment on appelle ça, cratères, qui sont toujours présents, parce que le Sahara, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'arbres et tout, automatiquement, les cratères qui sont mis, je dirais, depuis des millions d'années, ils sont là, on peut les observer parce qu'il y a uniquement le sable et la roche. Et là, on organise des expéditions dans le sud algérien à la découverte de ces météorites, aussi de faire des observations astronomiques. On profite parce qu'il y a l'espace, d'abord, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de pollution, qu'on appelle ça, de lumière, parce que quand vous faites une observation astronomique, d'abord, il faut choisir un site adéquat. S'il y a une lumière de la ville, automatiquement, ça devient, on appelle ça un défaut de parallaxe.
Oui, Il y a c'est aussi, pour ça que souvent les observatoires sont placés dans les montagnes, sur des points justement à l'écart des grandes villes. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de, je sais pas, de prendre part ou bien d'aller au sud, Mm. mais en tant qu'association, chaque fois, on essaye de faire bénéficier des adhérents de nos associations. Ils sont pris en charge par notre association. Oui, puis comme tu le disais pour la Kabylie, c'est aussi peut-être l'occasion pour certains de découvrir une région du pays qu'ils connaissent pas, où ils pourraient pas aller en tant que touristes et qui vont découvrir à travers ce que vous proposez avec les petits débrouillards. Effectivement, il y a pas mal d'associations, même des structures de la jeunesse, on appelle ça les maisons de jeunes, et on organise des randonnées pédestres et écologiques. D'abord, c'est de faire découvrir la région, comme je viens de le dire tout à l'heure, de connaître la faune et flore. D'abord, c'est un loisir, c'est un sport, c'est une science parce qu'à travers ces randonnées, automatiquement, on découvre d'abord la flore de la région. Il y a aussi des plantes médicinales. On découvre aussi les espèces faunales et florales de la région à travers les spécialistes. Et bien sûr, de découvrir, comme on appelle ça, de faire découvrir, pardon, les grottes de la région. Et les gens, quand même, ils vont venir, ils sont pris en charge gratuitement, à notre charge. Et là, ça va leur permettre de voir les villages, les sites et bien sûr la beauté de la nature, parce que d'abord, la randonnée, on appelle ça, comme ils appellent bien sûr les scientifiques, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à notre cœur et à notre cerveau. Je te trouve vraiment passionnant à écouter. Tu vois, moi, j'ai une formation de littéraire, donc j'étais pas vraiment en affinité avec les sciences. Et je me dis que si j'avais connu les petits débrouillards, ça aurait peut-être changé ma vie, parce que je pense que j'aurais eu beaucoup plus envie de faire des sciences que, que de la façon dont on me les a enseignées à l'école. Et pour finir, j'ai envie de te poser justement une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui, toi, Rachid, t'a donné envie de t'engager au sein de cette association des petits débrouillards? Comment est-ce que finalement tu les as connus et qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer aussi activement dans cette association-là? D'abord, j'étais dans un club, j'encadrais, j'avais une formation en astronomie. Bien sûr, j'avais d'autres formations. J'ai fait aussi des arts plastiques. J'ai fait une formation de 2 années en arts plastiques. J'ai fait aussi une formation en psychologie clinique. Ça, c'est des activités, c'est des formations parallèles. Et les arts plastiques, c'est une formation permanente qui suivait à Alger dans l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse. Et là, quand j'avais cette chance d'être encadré par des spécialistes en astronomie, et j'ai suivi une formation quand même continue en astronomie. J'ai lancé le premier club à Tizi Ouzou d'astronomie. Il s'appelait Etheren. Etheren, c'est les étoiles. C'était en 1990. Et là, je participe à plusieurs rencontres nationales et internationales. Et c'était en 1993, j'ai participé à une exposition régionale en France. C'est à La Roche-sur-Yon, la région s'appelle Saint-Jean-des-Monts. C'était au mois de mars. Et là, c'est à partir de là que j'ai découvert l'activité des petits débrouillards. Et quand D'accord. je suis revenu en Algérie, et j'ai discuté avec des amis qui sont avec moi dans l'association, même dans une association nationale, et j'ai découvert aussi que nous avons 2 jeunes Algériens qui sont en train qu'on appelle ça, de promouvoir les petits débrouillards. Mhm. Et là, je suis rentré en contact avec ces jeunes Algériens et aussi de France. Bien sûr, parce que quand je suis revenu, j'ai ramené avec moi toute une documentation. Et là, j'ai suivi des formations petits débrouillards et je suis rentré dans le réseau international. Et à partir de là, que nous avons lancé l'association qu'on a créée par l'association des petits débrouillards de Tizi Ouzou. Et depuis, je suis toujours dans les petits débrouillards et l'astronomie et l'écologie. Voilà, les différentes activités que j'encadre depuis, je dis l'astronomie depuis 30 ans. Pour les petits débrouillards, ça fait plus de 20 ans. Bah, écoute, je te remercie d'avoir présenté les petits débrouillards aux gens qui nous écoutent, mais aussi vraiment pour ton implication. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, que ce soit d'un point de vue scientifique, culturel, pédagogique, social, puisqu'on a vu qu'il y avait une vraie dimension de créer du lien, de rapprocher les gens. Donc franchement, bravo. Moi, je suis admirative de ce que vous faites. J'espère que où que vous soyez dans le monde, on vous aura donné envie de rejoindre les petits débrouillards les plus près de chez vous, puisque Rachid nous a bien expliqué que c'est pas spécifique à l'Algérie. Il y en a partout. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique latine, il y en a dans la plupart des pays d'Europe. Donc renseignez-vous si ça vous intéresse pour vous et pour vos enfants, si vous avez un intérêt pour la science au sens large du terme, ou si juste
vous avez envie de découvrir des choses, c'est la bonne période, hein, c'est les vacances, vous allez avoir du temps libre. Si vous cherchez quelles activités intéressantes proposer à vos enfants, ça peut être l'occasion. Moi, je crois que je vais chercher au Luxembourg s'il y a une association des petits débrouillards où je pourrais emmener mon fils parce que ça m'intéresserait bien. Et puis, on va essayer, maintenant que Rachid a sa super connexion 4G, de vous proposer peut-être plus tard dans l'été une émission en direct où on pourrait donner la parole aux jeunes. Moi, ça me plairait vraiment. Ça fait longtemps aussi que je pense à faire une émission avec les jeunes sur ma chaîne. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on réussisse à organiser ça et j'espère que ça va se faire. En tout cas, merci Rachid d'avoir passé presque une heure avec nous à nous parler de cette magnifique association. J'espère que ça vous fera connaître plus parce que vraiment, vous le méritez. Et puis, encore une fois, merci pour ton implication auprès des jeunes, pour la science et pour, j'ai envie de dire, pour l'humanité en général. Merci à toi. Moi aussi, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Je suis très content d'abord de participer à votre émission. Et aussi, on essaie d'être utile dans la vie, de porter un plus pour la société. Rendez-vous pour les petits débrouillards. La prochaine rencontre internationale qui va se dérouler aux Émirats arabes unis, c'est le mois de juillet, c'est le village international des petits débrouillards. Et bien sûr, dans le cadre de l'exposition internationale qui est encadrée par le mouvement international pour le loisir scientifique de jeunes. Voilà. Voilà, merci Rachid. Donc on vous l'a dit, si vous voulez suivre l'actualité des petits débrouillards, allez sur le site de la fédération où ça sera recensé, comme ça vous saurez ce qu'il y a le plus près de chez vous. Merci à tous en tout cas et j'espère à bientôt Rachid. Au revoir. Avec nous, hein. Après 4 ans, on a bien mérité ça. Merci à toi.